On se pose très souvent la question du véhicule, de l'effondrement, du véhicule idéal en cas d'apocalypse. Est-ce que ça serait un 4x4 bien préparé, bien armé, diesel, sans électronique? Est-ce que ça serait plutôt un pick-up renforcé? Ou alors un camion type Mad Max à l'épreuve des zombies? On part vraiment dans tous les sens, diesel, essence. Mais est-ce que finalement, le véhicule de l'avenir, le plus réaliste et pragmatique possible, ce ne serait pas tout simplement... Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo réflexion sur le véhicule de l'avenir. Alors un sujet qu'on aborde assez peu finalement, même si j'ai déjà parlé du vélo sur ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, du vélo électrique déjà, je vous mettrai la vidéo en description, et également il y a très longtemps dans une vieille vidéo du vélo mécanique, du vélo tout simple, donc effectivement un moyen de transport vraiment de base, mais j'ai envie qu'on ouvre un petit peu ce sujet, qu'on ouvre un petit peu ce débat pour aller plus loin dans cette réflexion. Je vais commencer par rappeler un acronyme qui a été développé par David Maniz, qui est donc le CCVMD, le moyen mémotechnique étant ça vaut 1000 $. Le CCVMD, ce sont les 5 outils que l'on a à disposition. Il s'agit de la conscience, de la communication, de la vision, de la mobilité et de la dextérité. Ces 5 outils, si par une raison ou une autre on vient à en perdre un ou deux, on se retrouve fatalement en situation de survie. Donc notre rôle, quand on se prépare à une situation de survie, quand on se prépare à une situation difficile, ou quand on se retrouve en situation de survie, c'est d'essayer de conserver ces 5 outils au maximum. Si je suis privé de communication, si je suis privé de vision la nuit, je vais tout de suite me retrouver en difficulté. Et donc selon cet acronyme, la mobilité est l'un de ces 5 outils. Et j'ai souvent l'impression que quand on commence à parler préparation, survivaliste, ou alors autonomie, etc., qu'on arrive à aborder la question de l'énergie, on va souvent rester à un premier niveau, de se dire énergie, ok, pour le transport, je vais garder un peu de stock de carburant, mais l'énergie, bon, ça va être surtout pour le chauffage, pour l'éclairage, la cuisson, etc., dans la maison. Et pourtant, cette question du transport, cette question de la mobilité, est à mon sens vraiment cruciale. Si du jour au lendemain, on se retrouve privé de moyens de se déplacer, pour donc quitter une zone dangereuse, ou pour aller s'approvisionner en ressources, ou aller transmettre un message, transmettre des informations, recevoir de l'information, aller chercher un médecin, aller prévenir quelqu'un, ou simplement aller vendre des produits, aller faire du troc, etc. Si demain on se retrouve privé de moyens de déplacement, on va se retrouver très rapidement donc bloqué chez nous, bloqué dans ce qui est accessible à pied à relativement courte distance. Donc ça me semble important d'avoir cette réflexion à notre niveau familial sur les moyens de transport alternatifs. La majorité d'entre nous avons des véhicules, des voitures thermiques, parfois d'autres moyens de transport, un vélo mécanique, une moto, autre chose. Alors la question de l'accessibilité au pétrole, aux moteurs thermiques, n'est pas quelque chose qui vraisemblablement sera garanti à l'avenir, on commence à en être tous conscients, alors que ce soit pour des raisons d'épuisement des ressources ou que ce soit pour des raisons purement politiques, avec une volonté de limiter notre consommation, avec peut-être passe carbone ou rationnement ou réglementation. Vous avez tous entendu parler par exemple de la réglementation, on parlait de 2035 pour l'arrêt de la production de ces véhicules, de ces voitures individuelles thermiques en Europe. Finalement ça a peut-être un petit peu évolué. Et d'ailleurs, on voyait très bien avec cet exemple législatif que ça ne concernait que la voiture de masse pour monsieur et madame tout le monde, et que les véhicules, les voitures de luxe, les voitures de sport, les voitures qui coûtent 6 chiffres, n'étaient pas concernées. Voilà. Si demain il y a une réglementation ou un manque de carburant sur le transport aérien, de la même façon, ça va impacter la masse, le grand public, et pas les plus riches ou les plus privilégiés sur le plan législatif. Voilà. Donc, quelle que soit la raison, fin du pétrole, problèmes géopolitiques qui compliquent l'approvisionnement, ou bien des raisons politiques et législatives qui viennent nous restreindre nos libertés, dans tous les cas, à mon avis, il va être important de réfléchir à des moyens de transport donc alternatifs à la place de la voiture, etc. Donc entre le transport à pied et la voiture thermique, on a donc tout un panel de véhicules qui sont pas forcément utilisés. La plupart d'entre nous, soit on se déplace à pied, soit on prend la voiture. Alors, je sais, il y aura toujours des cas particuliers pour me dire « Ah oui, mais moi je prends le vélo, etc. » C'est pas ce que montrent les statistiques. La majorité des gens au quotidien ne prennent pas leur vélo pour aller au travail. Vous pouvez me dire dans les commentaires « Bah oui, mais moi je prends le vélo pour aller au boulot, faire mes courses, ou aller à l'université. » Voilà. Ok,
Donc il va falloir qu'on réfléchisse à des moyens de transport alternatifs. Alors premièrement, donc ok, il y a la marche à pied, dans l'histoire de l'humanité on s'est toujours déplacé à pied, mais cependant on voit bien historiquement qu'on a toujours eu la nécessité d'aller plus vite, plus loin, avec moins d'efforts qu'en se déplaçant à pied. Donc historiquement, ok, il y avait l'attraction animale, et puis après on est venu rajouter d'autres moyens de locomotion par-dessus, la machine à vapeur, le train, déplacer les marchandises, la voile, les bateaux, et puis à l'échelle individuelle, et bah, petit à petit, les vélos et la voiture. Voiture électrique, voiture thermique, finalement, il y a un siècle, c'est la voiture thermique qui l'a emporté, même si on faisait déjà, donc, comme vous le savez, des véhicules, des voitures électriques, il y a plus d'un siècle déjà. Avant de parler des autres moyens de transport alternatifs, il va falloir déjà parler de la voiture, qui est notre véhicule principal. Je ne vais pas reparler ici des types de voitures, des types de carrosseries, du stock de carburant, de l'entretien de sa voiture, de ce qu'on peut faire soi-même sur une voiture. On a déjà fait énormément de vidéos là-dessus, moi ou d'autres, donc je ne vais pas revenir là-dessus. On va refaire un point sur la différence et sur un petit peu la vision des choses qu'on pourrait avoir entre la voiture thermique et la voiture électrique. On sait que la voiture thermique est dépendante de l'accès au carburant et qu'elle n'est pas éternelle et qu'elle peut avoir des pannes, etc. Même si effectivement, à court terme, après une crise, il semblerait que la voiture mécanique sera un peu plus durable, un petit peu plus fiable, puisqu'on pourra toujours continuer à trouver du carburant à droite à gauche, très probablement, et en plus de ça, mécaniquement, on a les connaissances, les pièces détachées, l'expérience pour maintenir quelque temps un véhicule thermique. Nous on est sur de l'essence, sur de l'éthanol, voilà, la voiture est convertie, mais il faut reconnaître qu'un véhicule diesel par exemple aura probablement un accès au carburant un peu plus prolongé, puisque la majorité du parc est au diesel et qu'on peut mettre d'autres carburants que du gasoil dans les véhicules diesel. Hein. Un vieux moteur diesel va pouvoir accepter en plus du gasoil du fuel rouge, du GNR agricole et d'autres carburants alternatifs selon le moteur, des corps gras, des mélanges huile, gasoil, voilà, des vieilles huiles. Et puis surtout, le gasoil en lui-même se conserve un peu plus longtemps, et donc même après quelques années, on pourra continuer à faire fonctionner un moteur diesel avec du fond de cuve, avec des vieux jerrycans qu'on aura stockés, ou en siphonnant des vieilles voitures. Il y aura toujours un risque de boue, de bactéries, de carburant de moins bonne qualité, mais ça semble être une solution où l'accès en carburant sera un peu plus probable à moyen terme. Sur l'essence, on a moins, et l'éthanol encore plus, les carburants se gardent beaucoup moins longtemps, les carburants perdent vite de leur propriété, et puis on arrivera finalement assez vite à court, et il n'y a pas énormément de carburants alternatifs, même si on pourra toujours dire oui, mais déjà au Moyen-Âge, on arrivait à produire de l'éthanol, donc à petite échelle, un écolieu ou une collectivité pourrait produire des céréales ou autre chose pour faire de l'alcool, pour faire fonctionner un véhicule, mais à quoi bon? Est-ce que vous vous rendez compte de la surface agricole que ça prendrait, du temps que ça prendrait pour avoir quelques litres d'alcool, pour avoir quelques litres d'éthanol, qui sera en plus pas forcément de bonne qualité, pour après pouvoir faire rouler une voiture à l'éthanol ou un véhicule plus petit, seulement quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres. C'est quand même assez peu réaliste. Il va falloir une autre solution que le thermique. À côté de ça, donc, on a donc les voitures électriques, aujourd'hui très modernes, très technologiques, donc d'un regard extérieur pas forcément fiable, et puis on n'aurait pas forcément la main au niveau électronique, au niveau pièces détachées, au niveau informatique, pour maintenir dans le temps un véhicule électrique ou un véhicule hybride. Toutefois, il est intéressant de noter que premièrement, l'électricité, on peut la produire localement pour faire fonctionner un véhicule électrique. Personnellement, j'ai une préférence pour le photovoltaïque, mais bon, c'est pas la question. Donc d'un côté, l'électricité, on pourrait la produire, là où produire des carburants thermiques serait plus compliqué, je pense, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, pendant quelques années, plusieurs années, jusqu'à ce que notre système global tombe en panne petit à petit. On pourrait produire l'électricité au niveau local pour recharger des batteries, et notamment des batteries de véhicules électriques, pendant plusieurs années. Les panneaux solaires vont produire pendant 30 ans, 40 ans. Quand le régulateur de charge tombe en panne, on peut le changer. Quand l'onduleur qui permet de charger les batteries tombe en panne, on peut les changer. On peut avoir quelques batteries d'avance. Ça ne sera pas éternel non plus, mais peut-être que ça pourrait fonctionner un peu plus longtemps.
Alors après, il va sans dire que ce serait plus intéressant de réserver cette électricité à des usages domestiques beaucoup plus importants qu'au déplacement. Et vous auriez tout à fait raison. Mais en tout cas, on pourrait produire l'électricité plus facilement que produire de l'essence ou produire du gasoil. Deuxièmement, finalement, un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique est plus simple et plus fiable. On a beaucoup moins de pièces, il n'y a pas d'entretien, donc finalement, il y a moins de risques que le véhicule tombe en panne à un moment, faute d'entretien ou en cas de casse ou en cas de panne. Si bien sûr, elle était bien conçue au départ. Un véhicule électrique, on a la batterie, on a le moteur électrique, de l'électronique partout, ok, mais c'est pas comme un véhicule thermique où on a énormément de pièces en mouvement, où on a des courroies, où on a des filtres, où on a une distribution à faire, où on va avoir des bougies à changer, ou un démarreur, un alternateur, la batterie de démarrage, etc. On a énormément de pièces sur des véhicules thermiques. D'ailleurs, il me semble qu'on a même 3 fois plus de pièces en moyenne dans nos véhicules modernes thermiques aujourd'hui que dans des véhicules thermiques un peu plus anciens, des petites voitures d'il y a 30, 40 ans, 50 ans. Il y avait beaucoup moins de pièces à l'époque dans ces voitures-là. Et aujourd'hui, on atteint une complexité pour gagner, bien sûr, en fiabilité, en sécurité, en économie de carburant. Mais on arrive sur une complexité mécanique qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué, à mon avis, de maintenir dans le temps un véhicule thermique. Là où donc un véhicule électrique, ayant moins de pièces en mouvement et moins de pièces tout court, et qui ne nécessite pas d'entretien, aura moins de chances de tomber en panne. On aura quand même besoin de pneus, on aura quand même besoin de plaquettes, de disques de frein pour les véhicules qui en ont. Par contre, il faut se poser la question de la pertinence de faire déplacer un véhicule qui va faire 1 à 2 tonnes pour déplacer une personne à 4-5 personnes et une centaine de kilos de marchandises, si besoin, parce qu'au quotidien, c'est ça l'usage. Le cœur du problème est là, c'est que si on est dans une situation dégradée avec moins d'énergie disponible, qu'elle soit thermique ou électrique, faire bouger un véhicule de 1 à 2 tonnes, ça demande donc énormément d'énergie, là où on pourrait se contenter de véhicules donc beaucoup plus légers, puisque dans la majorité des cas, finalement, on va juste d'un point A à un point B, on fait au quotidien de toutes petites distances. La plupart du temps, on est seul dans sa voiture, ce qui fait qu'on déplace 2 tonnes de ferraille et de plastique avec des moteurs très puissants qui vont consommer donc beaucoup de pétrole ou qui vont demander beaucoup de temps pour être rechargés sur l'électrique. Aujourd'hui, on peut se poser la question pour des raisons d'environnement, des raisons d'économie d'énergie ou des raisons financières par rapport au carburant, par rapport au prix de l'essence. Mais il va falloir se poser la question aussi à l'avenir, dans les périodes où on manquera d'énergie, où on risque de manquer d'énergie. Donc il va falloir trouver des véhicules alternatifs. Donc premièrement, se déplacer à pied, ça on l'a toujours fait depuis toujours, mais ça a ses limites, se déplacer à pied au quotidien. Un humain moyen aujourd'hui, même avec une petite charge, avec une dizaine, une vingtaine de kilos, on va faire 20-30 km par jour, grand maximum, et on va faire que ça. Historiquement, comment se passait la vie autrefois, on voyageait très très peu, on restait vraiment autour de chez soi, et même si on faisait beaucoup de choses à pied ou avec la traction animale, les plus longues distances étaient faites bien sûr par le transport ferroviaire ou maritime, la voile, etc. Quand on travaille sur de l'autonomie, sur de la résilience, on a souvent tendance à aller chercher le mode de vie 19e siècle. Et c'est vrai que c'était une époque où on arrivait à un niveau technologique qui permettait quand même un minimum de confort, mais on était limité par certaines technologies, et puis surtout on se contentait un petit peu des approvisionnements qu'on avait à cette époque-là. Donc s'intéresser à la technologie du 19e siècle et des modes de vie au 19e siècle peut nous apporter énormément d'idées. Donc la traction animale effectivement sera un moyen de transport, de déplacement de marchandises sans doute le plus durable comme ça l'a été autrefois. Mais il faut qu'on soit réaliste, ça va être très compliqué d'y revenir, ça va demander des années, si ce n'est pas une génération ou 2 générations, puisque la traction animale, ça demande des connaissances, des compétences, ça demande des terres pour pouvoir nourrir ces animaux, le temps de dressage aussi, le temps d'apprentissage, enfin ça demande énormément de temps et ce n'est pas une solution qui va pouvoir se régénéraliser comme autrefois où les animaux de trait étaient très présents pour, bien sûr dans les champs, pour le transport de marchandises, les charrettes, les fiacres, même en ville, il y avait donc des diligences, etc. Des calèches, pardon. Donc je pense que ça va avoir tendance à revenir à l'avenir, petit à petit. Me concernant, il y a quelques années, j'étais en Afrique de l'Ouest et en ville, il y avait aussi bien des voitures modernes que encore des charrettes à traction animale avec des chevaux, avec des ânes.
Ça n'a jamais été vraiment abandonné dans d'autres pays. Chez nous, ça s'est vraiment perdu avec la modernité, la voiture, etc. Et donc ça pourra revenir, mais ça va demander énormément de temps. Donc on ne peut pas compter tout de suite là-dessus. Au niveau individuel, si vous avez de l'espace, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, vous avez quelques hectares de près, le temps, l'envie, le matos, le budget pour vous lancer dans l'attraction animale, mais après vous vous y lancez à fond, parce qu'après, une fois que vous avez des chevaux, ou un bœuf, ou un âne, ou que sais-je, sur les bras, c'est bon, vous êtes parti pour des années. Donc tant mieux, c'est parfait, mais il faut être réaliste, ça ne va pas être adapté à tout le monde. Pour le grand public, si on n'a pas le jour où il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de voitures électriques, plus rien, qu'est-ce qui va nous rester? Les pieds, le vélo. Mais l'avantage de notre époque, c'est que aussi bien on a le retour d'expérience du 19e siècle, et en même temps on a nos technologies actuelles. Donc à mon sens, il ne faut pas se baser uniquement sur ce qui a été fait dans le passé, mais on peut aussi chercher de nouvelles idées, de nouvelles solutions actuelles. Parce qu'effectivement, si le transport du passé c'était l'attraction animale, et que donc la seule solution d'avenir c'est l'attraction animale, dans ce cas-là, les chaussures d'autrefois c'était les sabots, voilà. Mais est-ce que pour autant le sabot c'est la chaussure du futur? Je pense pas. Ça se saurait. À mon avis, on a plein d'autres solutions plus modernes, avec d'autres technologies, avec des nouvelles idées qu'on peut mettre en œuvre, mettre en place aujourd'hui, à notre époque. Donc prendre les bonnes idées d'autrefois, prendre les bonnes idées d'aujourd'hui, voir ce qui fonctionne et rester pragmatique pour penser long terme. Donc qu'est-ce qu'on a dans les solutions actuelles? Entre la marche à pied d'un côté et la voiture électrique, on a toute une gamme de petits véhicules alternatifs qui pourraient tous avoir leurs avantages et inconvénients selon sa situation personnelle. Donc je mets de côté là l'attraction animale, et je mets de côté les moyens de transport collectifs. Je me concentre là sur les moyens de transport individuels. Donc la marche à pied, très discrète, très silencieuse, mais on est très lent, on est très exposé, même si c'est un moyen de transport qui demande très peu d'énergie. On peut aller d'un point à un point B sans énergie, simplement en ayant mangé, on va pouvoir faire 20-30 km par jour, ce qui est très lent. Se déplacer à pied, c'est évidemment le plus lent, mais ça va être le plus discret, le plus durable, le plus sûr. Donc sur ce spectre-là, du plus durable au moins durable, ou du plus lent au plus rapide, on va avoir comme ça plein de petits véhicules avec chacun des avantages et des inconvénients selon les usages. Alors premièrement, le vélo normal, le vélo mécanique, à mon sens une solution vraiment à favoriser par rapport au vélo électrique, qu'on va être obligé de voir juste après parce que c'est le deal pour que je le conserve. Là c'est le vélo donc de ma femme, on va le voir après. Donc les vélos très légers, pas chers, discrets, ok, et ça va être la solution d'entrée sur les autres petits véhicules qu'on aura. À mon avis, le vélo, par rapport à d'autres solutions qu'on verra après qui auront plein d'avantages sur le vélo de base, le vélo normal sera quand même la solution à favoriser pour des raisons budgétaires et pour des raisons de simplicité mécanique. Surtout un vélo pas électrique, pas un vélo assistance électrique, mais un vélo normal sera bien sûr la solution la plus basique. Même si ça demandera quand même de l'entretien, de la mécanique, il faut changer les pneus, changer les freins, si on tord une roue, si on casse la chaîne, etc. Tout de suite on va être dans la galère, mais pas plus que tous les autres véhicules que je vais vous présenter. Donc le vélo normal sera vraiment la solution de base idéale. Alors ensuite, le vélo assistance électrique, un peu plus cher, voire bien plus cher. Très souvent ça va coûter 4 chiffres. Solution pas forcément durable en raison de la batterie, mais il a quand même certains avantages par rapport au vélo normal. Premièrement, ça va permettre d'aller plus vite avec moins d'efforts. Ce qui peut être intéressant, c'est-à-dire qu'une partie de l'énergie qui devrait être fournie par l'humain va être fournie par le moteur, la batterie, et donc la batterie, le soleil. Si on arrive à recharger au niveau familial le vélo avec une production photovoltaïque. C'est ce que je vais vous expliquer après au chalet. On va aller voir l'installation photovoltaïque. Vous allez voir que finalement avec une installation très raisonnable, on peut être complètement en autonomie avec un petit véhicule électrique comme ça qui demande assez peu d'énergie par rapport à des véhicules électriques beaucoup plus gros, beaucoup plus énergivores, par rapport à une voiture électrique. Ce n'est pas du tout évidemment les mêmes investissements pour l'achat du véhicule et pour le faire fonctionner en autonomie avec du photovoltaïque.
Le vélo assistance électrique par rapport au vélo normal permet d'avoir une moyenne en km/h bien supérieure. Là, c'est des vélos qui sont légaux, donc ils sont bridés à 25 km/h au niveau de l'assistance. Mais il y a plein de vélos, donc soit il faut une carte grise, soit vous vous débrouillez comme vous voulez pour vous en procurer. Mais on a tout ce qui est mobilette électrique, voilà, motocross électrique, vélo électrique qui dépasse les 25 km/h. Là, on commence à être sur des véhicules très intéressants pour se déplacer rapidement, furtivement et en autonomie en le rechargeant à la maison. D'ailleurs, les motocross électriques, c'est la solution qu'ont choisi les forces spéciales en complément de leur quad électrique ou de véhicules thermiques. Donc pour les infiltrations discrètes et les exfiltrations discrètes avec des véhicules rapides, puissants et silencieux par rapport au motocross thermique ou au quad thermique. Ça peut être une très bonne solution pour ce genre de boulot aussi. Le fait d'avoir une assistance électrique permet aussi forcément d'avoir beaucoup plus de force, en gros de doubler à tripler sa force et donc de pouvoir être beaucoup plus chargé. Donc ce qui permet, avec moins de difficultés, là où il y a du dénivelé, surtout on peut avoir de la charge. Là vous voyez qu'il est équipé porte-bagages, sacoche, etc. On peut transporter quand même pas mal de poids. On pourrait avoir sans problème une remorque et transporter des ressources. Ce qui là commence à être beaucoup plus intéressant qu'un vélo mécanique normal où c'est simplement notre force musculaire qui doit entraîner le vélo. Là, avec l'assistance électrique, avec le moteur de 250 watts, on va pouvoir emmener vraiment une grosse charge. Là, c'est des vélos qui peuvent tracter 120 kg le cycliste plus les marchandises. Donc là, ça commence à être intéressant. Alors, petite interlude pour vous présenter ce VTC assistance électrique, donc c'est celui de ma femme. Bon, je suis contraint de vous le présenter puisqu'il m'a été envoyé par Escouté. C'est pas la première fois que je présente un vélo de cette marque sur la chaîne. Il m'avait déjà envoyé donc un VTT assistance électrique. Donc c'est le deuxième que je vois en vrai et pareil, aucun problème niveau finition, niveau solidité, c'est vraiment très bien conçu. Je dois dire pour un tarif équivalent à du Decathlon, on a un vélo supérieur sur la plupart des points. Là on est sur des vélos à 4 chiffres dans les 1000-1200 euros, donc c'est très cher hein, les vélos électriques bien sûr encore pour l'instant. On a les moteurs, les batteries, etc. Mais ça permet d'avoir des vélos plus rapides et moins fatigants que des vélos normaux, ce qui permet donc de couvrir plus de distance. Donc ça c'est le Poluno. Au niveau des caractéristiques, donc comme d'hab chez Escouté, que du matos de marque sur les équipements, tout ce qui est dérailleur, tout ce qui est suspension, on a vraiment que du matos de qualité sur tous les équipements, donc frein à disque. Sur le moteur, on est sur un moteur Bafang de 250 watts, le maximum légal sans carte grise, 7 vitesses. Au niveau de la batterie, ce qui va le plus nous intéresser, donc c'est une batterie qu'on va pouvoir retirer, ça me semble super intéressant pour gagner en légèreté si par exemple on laisse la batterie chargée. Et puis surtout, ce qui est top, c'est que ça offre la possibilité d'avoir deux batteries, d'en acheter une deuxième, ce qui permet d'en laisser charger une à la maison pendant que le vélo est utilisable la journée avec la deuxième batterie, évidemment. Donc cette batterie, dedans ce sont des accus Samsung, donc pareil, du matos de qualité toujours. Donc des accus lithium-ion, batterie de 720 Wh, donc pour vous donner l'idée, cette batterie là est aussi grosse que les batteries qui sont dans les stations type EcoFlow de 720 Wh. C'est ce qui fait le prix hein, de ces vélos. La batterie achetée au détail, pareil, elle coûte plusieurs centaines d'euros. 720 Wh de capacité, ça va nous donner au moins, ça va nous donner grand max 120 km d'autonomie avec l'assistance au minimum sur du plat. Donc ça permet de couvrir quand même de très très grandes distances, ou en tout cas de durer plusieurs jours sans problème. Cette batterie elle se recharge en une journée, 8 heures. Alors idéalement, donc c'est assez long, mais vu la capacité c'est normal. L'usage habituel c'est donc de les recharger la nuit pour après se servir du vélo la journée quand on est branché sur le réseau, mais pour nous qui avons des contraintes liées à l'autonomie énergétique, il va falloir faire ce que je vous disais, c'est-à-dire d'avoir deux batteries, une qui charge sur la production photovoltaïque la journée, ce qui permet d'utiliser la deuxième. Voilà, on se perd. Donc sinon écoutez, je ne vais pas rien dire sur ce vélo là, grande qualité. Voilà, touche qualité, très bien fait, très costaud, très bien. Voilà, donc vous sélectionnez au guidon le niveau d'assistance que vous voulez.
Vous pouvez aussi tout à fait, bien sûr, éteindre le moteur et éteindre les commandes pour économiser vos batteries. Voilà. Donc en tout cas, pour la question donc, du vélo électrique et des véhicules électriques en général, ça me paraît toujours intéressant d'avoir des systèmes hybrides où on a un moyen mécanique et un moyen électrique. Ce qui permet de rentrer si on est en panne de batterie. C'est toute la différence de poursuivre sans assistance électrique. C'est toute la différence avec les voitures électriques qu'on produit aujourd'hui, où au moment où vous êtes en panne de batterie, vous êtes coincé là où vous êtes. Ça, à mon sens, c'est pas du tout résilient. D'où l'intérêt que je porte aux véhicules alternatifs hybrides, mécaniques et électriques. Voilà. Donc même si l'électrique ne fonctionne plus, si dans quelques années, parce qu'il va falloir en faire des tours, si dans quelques années la batterie ne tient plus la charge, bon c'est du lithium donc ça va durer très longtemps, si dans quelques années elle ne tient plus la charge, c'est pas grave, on a quand même un vélo de bonne qualité avec une batterie morte, voilà, qu'on pourra enlever pour gagner du poids. Alors qu'une voiture électrique à batterie, si après quelques années à la maison, les batteries sont claquées, évidemment la voiture sera complètement inutilisable et tout le budget qui aurait pu servir à autre chose sera définitivement perdu. Voilà. Donc comme je vous disais, il peut transporter sans trop galérer ce moteur 120 kg. Donc si vous faites 70 kg, vous pouvez avoir 50 kg de charge. Donc soit une deuxième personne ou alors une remorque ou de la marchandise comme ici. Voilà. Donc du bon matos, rien à dire. Bon, là j'en fais un peu la revue et la présentation parce que c'est cette marque là qui m'a envoyé un vélo. Si j'avais testé un vélo d'une autre marque, j'aurais vu aussi les points particuliers, les avantages, mais ça change pas grand chose. Toujours est-il que ça coûte quand même très très cher et que un vélo mécanique tout simple sera sans doute à préférer. Un bon VTT, un porte-bagages, vous avez déjà de quoi voir venir très longtemps avec un bon stock ensuite de pneus, de chambres à air, de plaquettes de frein. Vous êtes tranquille des années, de câbles, de graisse, voilà. On peut récupérer la batterie. Donc là vous voyez les caractéristiques de la batterie. Donc ça fait une certaine quantité d'énergie à produire quand même pour la recharger. Surtout qu'à chaque conversion, à travers différents onduleurs, différents transfos, on aura toujours des pertes. Les rendements ne seront pas optimums, donc de ce que j'ai calculé, donc il faudrait 8 heures avec une production constante d'environ 250 watts. Voilà. Enfin plutôt avec un transfo qui va tirer en pic jusqu'à 500-600 watts crête sur le photovoltaïque et sur les batteries. Donc on va aller voir ça. Alors pour vous expliquer comment recharger cette batterie en autonomie, je vais prendre l'exemple d'ici, qui n'est pas forcément la meilleure solution. Ici on a un onduleur qui va produire du 230 volts alternatif en étant branché sur des batteries 12 volts de notre installation solaire. Donc vous voyez, je l'allume, donc il fait un bordel, il se refroidit. Le 230 alimente le chargeur fourni par le fabricant de vélo. Donc ça c'est un chargeur, vous voyez, qui lui aussi retransforme le 230 volts alternatif en tirant 2,5 ampères. Il le transforme en 42 volts 3 ampères. Et donc ici on a cette fiche, je vais la représenter, cette fiche là, donc une prise DC qu'on voit 42 volts 3 ampères dans la batterie pour pouvoir la recharger. Et c'est une batterie 36 volts. Donc cette solution d'avoir le 12 volts courant continu des batteries transformé en 230 volts alternatif, retransformé en 42 volts courant continu pour après charger la batterie qui est en courant continu, on va avoir de la perte à chaque étape. Mais c'est la solution la plus simple puisque on se débrouille avec simplement du matériel standard, avec le chargeur fourni avec le vélo et avec un onduleur de base. Donc ça c'est un onduleur qui fait 3 kW de puissance, donc largement suffisant pour charger le chargeur qui demande même pas 500 watts. Et c'est pas du pur sinus, c'est vraiment un truc quasi sinus de bricolage. On fait tourner des perceuses là-dessus. De toute façon c'est reconverti après. Dans idéalement avec une installation photovoltaïque avec des batteries en 48 volts, on pourrait avoir un petit transfo qui va transformer le 48 volts en 42 volts directement pour après recharger la batterie en imitant un petit peu le courant continu 42 volts 3 ampères que fournit ce petit transfo.
Mais des recherches que j'ai pu faire, j'ai pas trouvé de convertisseur 48 volts, 42 volts avec le bon ampérage. Enfin, c'est compliqué. Donc pour le grand public, finalement, la solution la plus simple, ça va être le convertisseur et d'avoir quelques pertes qui seront compensées par une surproduction du photovoltaïque. Là ici on a seulement 540 watts crête de panneaux, c'est 3 panneaux de 180 watts crête. Ça suffit largement à produire de quoi recharger dans la journée le vélo à travers donc l'onduleur 230 volts. Malgré les pertes, ça fonctionne tout à fait avec un budget très raisonnable. Les 3 panneaux d'occasion, ça coûte 50 € le panneau. Donc avec ça, on pourrait en autonomie totale faire fonctionner un véhicule assistance électrique, ce qui est très intéressant je trouve. Donc en une journée, on va pouvoir recharger la batterie à hauteur de 720 Wh et donc aller jusqu'à 120 km d'autonomie d'assistance en ne tirant pas trop dedans. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible que de recharger bien sûr une voiture électrique de 2 tonnes avec une production. Alors que ce soit vélo mécanique ou vélo à assistance électrique, on a plein de déclinaisons selon les usages et ça me paraît assez intéressant aussi. Donc que ce soit des VTC comme là, des VTT, ok, mais on a aussi tout ce qui est vélo cargo, ça me semble intéressant, ou les tricycles, les triporteurs, avec un gros panier à l'avant. Là on peut quand même commencer à transporter vraiment des charges assez intéressantes. Imaginons vous êtes producteur, vous habitez à quelques kilomètres d'un village, vous voulez continuer à faire le marché, à vendre votre production ou faire du troc avec les gens dans des situations où il n'y a plus de carburant. Vous ne pouvez pas utiliser votre utilitaire pour aller livrer ou pour aller faire votre marché. Avoir un véhicule qui permet quand même d'emmener des ressources pour pouvoir les échanger, c'est hyper intéressant. Vous n'avez pas eu le temps de faire la bascule, vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas le terrain pour avoir fait la bascule avec la traction animale. Entre-temps, un vélo cargo à assistance électrique qu'on peut recharger sur une petite installation photovoltaïque à la ferme, fait un compromis entre le vélo de base et un utilitaire dans les périodes où on n'a plus de carburant. Donc ça peut être très intéressant à mon avis. Alors au-dessus des vélos à cadre normaux, on a tout ce qui est vélo couché, donc normal ou assistance électrique. Là bon c'est pareil pour une personne, même s'il en existe pour 2 personnes ou plus non d'ailleurs, mais même s'il y en a pour 2 personnes, bon, ça commencera à être trop gros, trop lourd, ça fera beaucoup plus de force pour le déplacer. On va rester sur des véhicules pour une personne, comme le vélo. Parce que la plupart du temps, finalement, on se déplace seul. Au pire, on se déplace en groupe avec chacun son véhicule, ce qui permet d'être le plus léger pour chacun. C'est ce qui va demander le moins d'effort à chaque cycliste que d'essayer de faire déplacer de gros véhicules. Vélo couché, ça permet... donc ça fait un peu vélo de hipster, c'est très cher, ok, mais ça permet les vélos couchés d'avoir beaucoup plus de force. Donc un peu comme un vélo, comme l'avantage d'un vélo assistance électrique par rapport à un vélo normal, ça permet de consommer moins d'énergie pour aller plus vite, plus loin, plus longtemps. Donc ça peut être intéressant pour ça, pour les personnes qui ont plus de distance à faire, d'avoir un vélo couché. Si en plus vous avez un vélo couché à assistance électrique, donc avec la possibilité comme l'autre de le recharger à la maison, ça peut être intéressant aussi pour si vous avez à couvrir des plus grosses distances. Le vélo au quotidien, ça va être bien pour du 5-10 km aller-retour, si on veut pas prendre trop de temps et trop se fatiguer. Voilà. Encore au-dessus du vélo couché, le vélo mobile. Là on commence à arriver sur des trucs très intéressants et je pense que le vélo mobile ça pourrait commencer à être une solution de véhicule du futur pour les prochaines années, de développer ça un maximum en complément du vélo, en complément du transport en commun, en complément des voitures sérieuses. Le vélo mobile c'est un bon compromis entre le vélo couché et une voiturette. Donc récemment par exemple il y a Jacob Carou qu'on a fait la démonstration, il est actuellement, on le salue, il est actuellement en tour d'Europe, donc en vélo mobile, qu'il a fabriqué lui-même. Le problème des vélos mobiles, donc je vais d'abord définir ce que c'est. Donc c'est un vélo couché qui a en plus de ça un carénage pour être très aérodynamique. Ça permet forcément l'aérodynamisme de beaucoup moins se fatiguer, d'atteindre de plus grandes vitesses, de consommer moins d'énergie, que ce soit de l'énergie musculaire ou que ce soit de l'énergie électrique, si vous avez un vélo mobile à assistance électrique. Le fait d'avoir cette carrosserie, ce carénage, permet d'être vraiment bien profilé aérodynamique et de consommer beaucoup moins d'énergie. C'est ce qu'on cherche et en ce sens c'est très intéressant, même si ok c'est pas beau, c'est vraiment moche je trouve, mais ça va vite et ça consomme très peu, donc c'est assez intéressant. En plus de ça, par rapport au vélo normal ou au vélo couché normal, petit bonus, le carénage permet de protéger le cycliste. C'est le défaut souvent des vélos, on est exposé aux éléments ou à une chute ou autre. Avec un vélo mobile qui a une carrosserie dans laquelle on est assis,
on va pas être protégé d'un accident de la route contre une voiture évidemment, mais on va être protégé de la pluie, on va être protégé du froid, on va être protégé du vent, et le vélo risque pas de se retourner. Les roues sont un petit peu inclinées justement pour éviter de se retourner dans les virages, et on a un centre de gravité assez bas, donc potentiellement moins de risque de chute qu'avec un vélo normal si le terrain est un peu difficile. Inconvénient par contre des vélos mobiles, le prix, c'est très très cher, mais il y a la possibilité de se le fabriquer soi-même, comme l'a démontré donc Jacob Caro, ou d'autres, hein, d'ailleurs, je mettrai des vidéos en description. Ce qui là, pour le coup, commence à être très intéressant parce qu'on a un véhicule qui commence à être low-tech, qui commence à être durable, parce qu'on peut le fabriquer soi-même, on peut l'entretenir à la maison. Même s'il est voilà, 100% mécanique, très simple, bah, on aura un véhicule très simple, forcément très, très durable. Mais si en plus de ça, on a un véhicule assistance électrique, un vélo mobile électrique, alors là c'est bon, vous êtes les rois du pétrole. Vous avez une petite voiturette individuelle, très profilée, qui ne demande rien à recharger au niveau électrique, parce qu'on a un véhicule qui est très léger et qui a une petite batterie finalement. À mon avis, c'est beaucoup plus intéressant pour les petits trajets d'être tout seul dans un vélo mobile que d'être tout seul dans une voiture électrique. Alors pour ce qui est des vitesses, le vélo mobile permet d'atteindre justement des vitesses de moyenne bien supérieures à un vélo normal. Grâce à l'aérodynamisme, le fait d'être moins fatigué, on peut aller beaucoup plus vite. Et donc un vélo mobile peut faire du 50 km/h de moyenne. Le record du monde en vélo mobile mécanique, je crois que c'est du 140 km/h. Là où un vélo normal, un vélo mécanique, on va être à 10-15 km/h, et un vélo assistance électrique, ils sont bridés à 25 km/h, mais on peut très facilement faire du 20-25 km/h de moyenne. Donc pour aller à voilà, 10-20 bornes, ça commence à être à portée de main. Et 20 bornes en vélo, c'est pas 20 bornes à pied. 20 bornes à pied, il va nous falloir la journée, 20 bornes à vélo, en moins d'une heure, c'est réglé. Surtout avec un vélo assistance électrique, vous faites l'aller-retour en moins de 2 heures, en 1h30, 2 heures, vous êtes bon. Donc très intéressant pour étendre un petit peu notre champ d'action autour du domicile dans un contexte comme ça dégradé. Le vélo reste tout de même assez discret. Enfin, c'est évidemment très, très démocratisé le vélo, tout le monde a un vélo chez soi, donc ça reste assez banal, donc ça reste assez homme gris. Là où c'est vrai que le vélo mobile, un petit peu futuriste, va attirer l'œil, surtout que souvent c'est dans des couleurs criardes pour des raisons de sécurité sur la route, même si on pourrait tout à fait en faire des versions discrètes. Et tout ce qui est traction animale, tout ce qui est Rosalie aussi, on n'a pas parlé des Rosalie, ça va attirer l'attention. Donc si vous transportez des ressources, etc. en situation dégradée, ça peut attirer les convoitises et donc présenter beaucoup de dangers. Quelqu'un qui est à pied, discret ou en vélo, en VTT pour pouvoir prendre les petits chemins et être beaucoup plus rapide qu'à pied, sera beaucoup plus discret. Et quand on voit quelqu'un à pied ou quelqu'un à vélo, c'est tout à fait banal, ça attire pas l'attention plus qu'une autre personne. Les Rosalie, donc des voitures à pédales, il commence à y en avoir aussi, donc assistance électrique également. Les Rosalie, pareil, assez complexes, assez lourds, assez gros. On s'est penché sur la question des Rosalie, donc des voitures à pédales, pour être plusieurs dans un seul véhicule. Et bon, finalement, vu le poids total du véhicule et du groupe, ça demande plus d'énergie musculaire que d'avoir chacun un véhicule beaucoup plus léger. C'est plus intéressant d'avoir 4 vélos à assistance électrique que d'avoir une Rosalie à assistance électrique. Quand on est 4 personnes, on sera mobile, on peut se mettre en file indienne, passer sur des chemins plus étroits, aller dans des endroits moins carrossables, etc. Là où une Rosalie ou même un vélo mobile devra rester sur route avec du plat. Voilà. Donc il n'y a aucune solution parfaite, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans chaque moyen de transport. En tout cas, vous me direz en dessous ce qui vous semble le plus intéressant pour l'avenir et pour un avenir sans pétrole, même si c'est sûr que la solution la plus durable et la solution à long terme sera forcément ce qu'on a toujours fait et ce qui nécessitait le moins d'énergie, la traction animale, la voile pour le transport maritime et le déplacement à pied. Voilà. Tout le reste, dès qu'il commence à y avoir la technologie, ça sera le plus on met de la technologie, forcément, moins ça sera durable et plus ça sera complexe et donc plus ça sera faillible. Donc vous me direz en dessous ce que vous pensez un petit peu de cette thématique-là. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous, à très bientôt et préparez-vous, préparez l'avenir.